L'invasion russe de l'Ukraine a commencé le 24 février 2022, bouleversant le pays de fond en comble. La Russie n'a pas envahi l'Ukraine d'un seul côté, mais a lancé une offensive simultanée depuis le sud, l'est et le nord. L'objectif de Poutine à l'époque était de conquérir la capitale ukrainienne, Kiev, aussi rapidement que possible, puis de renverser immédiatement le gouvernement. Cependant, moins d'un mois après les premières attaques, il était déjà évident que cet objectif ne serait en aucun cas atteint en quelques semaines, comme la Russie l'avait prévu. La Russie a commis une énorme erreur dans sa planification. Poutine comptait sur une Ukraine faible, dont l'armée ne serait tout simplement pas capable de résister à une telle attaque. Mais les choses ont pris une tournure bien différente. En très peu de temps, l'Ukraine a non seulement mobilisé d'innombrables soldats et volontaires, mais le pays a également réussi à riposter vigoureusement, notamment grâce au soutien de l'Occident. Cela a rendu difficile pour les Russes de pénétrer profondément dans le territoire ukrainien. Néanmoins, la Russie a rapidement obtenu ses premiers succès. La Russie a réussi à conquérir une grande partie de la région du Donbass, y compris Donetsk, la 5e plus grande ville du pays. Elle a également capturé Mariupol et Melitopol, 2 ports importants qui sont aussi des centres industriels et économiques de l'Ukraine. En revanche, Kharkiv, la 2e plus grande ville du pays, s'est révélée être un obstacle de taille pour les troupes russes. Malgré des attaques massives et une destruction importante, la Russie n'a pas réussi à prendre Kharkiv. Les troupes russes ont été repoussées par la contre-attaque ukrainienne et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ensuite honoré Kharkiv en tant que ville héroïque d'Ukraine. Dans l'ensemble, il est clair qu'après plus de 2 ans de guerre, l'Ukraine est toujours capable de résister à la Russie, et cette dernière montre qu'elle n'est pas aussi puissante qu'elle le paraissait. Cela se manifeste principalement par une chose, les lourdes pertes du pays, tant sur le plan matériel que sur le plan humain, avec d'innombrables soldats ayant sacrifié leur vie pour la Russie. Le nombre exact de pertes russes est difficile à déterminer, car la Russie et l'Ukraine fournissent des chiffres différents et une vérification indépendante est souvent compliquée. Cependant, les agences de renseignement occidentales et des sources indépendantes estiment que les forces armées russes ont perdu entre 200 000 et 250 000 soldats depuis le début de la guerre. Selon l'état-major général ukrainien, plus de 600 000 soldats russes ont été tués ou gravement blessés entre le début de l'invasion et août 2024, à un point tel qu'ils ne peuvent plus combattre. Les batailles pour des villes comme Mariupol, Bakhmut et Soledar ont été particulièrement difficiles. La bataille de Mariupol, une ville portuaire stratégique sur la mer d'Azov, a coûté la vie à environ 6 000 soldats russes. Un scénario similaire s'est produit à Bakhmut, où des mois de combats ont entraîné des pertes importantes. Bien que la Russie ait fini par capturer la ville, le coût a été très élevé. De plus, la Russie ne peut probablement plus tirer grand-chose de Bakhmut, car une grande partie de la ville a été complètement détruite lors des combats. Aujourd'hui, on estime qu'environ 1200 soldats russes sont tués ou gravement blessés chaque jour dans la guerre en Ukraine. Mais il n'y a pas que les pertes humaines. Outre les pertes humaines, la Russie a également perdu une quantité significative de matériel militaire. D'ici la mi-2024, les experts estiment que la Russie aura perdu environ 3300 chars, près de 6000 véhicules de combat d'infanterie et de véhicules blindés, environ 500 avions et hélicoptères, des milliers d'autres véhicules et de nombreux systèmes d'artillerie. La Russie n'a pas seulement subi des pertes matérielles importantes sur terre, sa marine a également été considérablement affaiblie. Une perte particulièrement marquante pour la Russie a été la destruction du croiseur Moskva, le navire amiral de la flotte de la mer Noire. Le navire a été gravement endommagé par une attaque de missiles ukrainiens en avril 2022 et a finalement été coulé. Sa perte a été un coup dur pour la marine russe, tant sur le plan militaire que symbolique. En plus du Moskva, la Russie a également perdu plusieurs navires de guerre plus petits et des navires de ravitaillement, ce qui a considérablement limité les capacités maritimes de la Russie en mer Noire. Comme vous pouvez le voir, les pertes depuis le début de la guerre sont énormes et représentent un affaiblissement considérable des capacités militaires de la Russie. En comparaison, l'Ukraine, soutenue par l'aide militaire occidentale, a également subi des pertes importantes, mais a mieux su compenser ces pertes grâce à la fourniture de systèmes d'armes modernes par les pays de l'OTAN. En particulier,
Des chars comme le Léopard 2 allemand et le système de missiles américain HIMARS ont aidé l'Ukraine à repousser les attaques russes et à mener ses propres contre-attaques. En réalité, la Russie est bientôt menacée de voir une grande partie de son armée se désagréger. Le cours de la guerre est extrêmement épuisant pour tout le pays et la Russie perd quelque chose de vital, qu'elle avait déjà à peine au début du conflit un moral de guerre élevé. L'Ukraine doit se défendre et bon nombre de combattants du pays sont fortement motivés car ils veulent protéger quelque chose qui leur est cher. En revanche, le moral des soldats russes est généralement relativement bas. Bien que de nombreux soldats prétendent soutenir Poutine, beaucoup n'ont pas la conviction totale que ce qu'ils font est d'une importance capitale. Ils reçoivent également souvent peu de soutien sur le front. Des bataillons entiers se retrouvent sans munitions pendant des semaines, et Poutine lui-même fait souvent des déclarations qui découragent les soldats. Par exemple, il a déclaré à plusieurs reprises qu'un cessez-le-feu pourrait être bientôt mis en place, alors que de nombreux soldats doivent encore combattre en première ligne. De nombreux jeunes Russes ne veulent pas combattre de toute façon, et des vagues de réfugiés tentent de fuir le pays pour éviter d'être envoyés en Ukraine. Ceux qui ne peuvent pas éviter le front sont forcés de se battre avec presque aucune formation et un équipement inadéquat, ayant souvent moins de 24 heures pour se préparer. Beaucoup ne peuvent même pas dire au revoir à leurs parents, et chacun sait probablement qu'il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Les jeunes hommes dans les centres de recrutement sont donc souvent déprimés et effrayés. Outre les effectifs, l'équipement de l'armée russe est également extrêmement inadéquat. En termes de matériel, la Russie semble également atteindre lentement ses limites. Non seulement l'armée russe a subi de lourdes pertes en termes de blindés, de véhicules et d'armes, mais l'équipement qui lui reste est loin d'être optimal. Le pays repose principalement sur une technologie obsolète issue de stocks soviétiques. La Russie dispose de très peu d'équipements de combat modernes et de haute technologie, comme des drones, contrairement à l'Ukraine, qui est bien approvisionnée par l'OTAN. Les troupes manquent même de choses essentielles pour mener une guerre avec succès, comme des munitions ou du carburant. L'inégalité de l'équipement entre la Russie et l'Ukraine est illustrée, par exemple, par les chars T-90M et les soi-disant drones FPV utilisés dans la guerre. Le T-90M est le char le plus puissant de la Russie, et Poutine lui-même l'a décrit comme le meilleur char au monde. Bien que ces chars soient effectivement très puissants, ces véhicules vieux de 30 ans ont peu de chance face aux technologies modernes dont dispose l'Ukraine grâce au soutien de l'OTAN. Les drones ukrainiens sont contrôlés par des pilotes à distance en toute sécurité à l'aide de lunettes spéciales. Ils peuvent cibler les points faibles des chars, permettant ainsi aux troupes ukrainiennes de tirer facilement sur les T-90M et de les désactiver sans risquer de pertes humaines. La question se pose naturellement. Comment la Russie va-t-elle gérer tout cela au niveau politique ? Pour l'instant, il semble que Poutine lui-même ne croit plus à une victoire russe. Peu avant le sommet pour la paix en Suisse en juin 2024, le président russe a proposé un cessez-le-feu et a exprimé sa volonté de négocier. Cependant, Poutine a posé de nombreuses conditions pour mettre fin à la guerre. Il a notamment exigé que les troupes ukrainiennes se retirent complètement des territoires conquis par la Russie, le Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhia. Il a également demandé à l'Ukraine d'abandonner ses plans d'adhésion à l'OTAN. Si ces conditions sont remplies, rien n'empêchera un cessez-le-feu immédiat, selon le président russe. Cependant, l'Ukraine considère ces conditions comme absurdes et voit dans les propositions de Poutine une tromperie totale. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ne considère pas non plus cela comme une véritable proposition de paix et un accord semble donc hautement irréaliste. Même si aucun accord n'est atteint, la Russie ne pourra probablement plus poursuivre la guerre encore bien longtemps. En plus des pertes matérielles et surtout des nombreux morts qui découragent le peuple russe, l'économie du pays souffre également énormément de cette guerre. En termes simples, le pays manque d'argent. Le fait que tant de Russes soient envoyés au front entraîne une énorme pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Selon la Banque centrale russe, les 2/3 de toutes les entreprises russes ne parviennent déjà plus à pourvoir leurs postes. Il y a une pénurie de jeunes hommes sur le marché du travail dans des régions entières, et les entreprises tentent de retenir les travailleurs avec des augmentations salariales importantes, ce qui alimente à son tour l'inflation. Et vous, qu'en pensez-vous ? Comment voyez-vous l'évolution de ce conflit ? Pensez-vous que la Russie finira par l'emporter ? Laissez un like si vous avez aimé cette vidéo intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner. Merci encore, et à bientôt, ici, sur Bon à savoir.